On avait promis, Édouard, de faire une semaine de la Révolution sur le courrier. On la commence aujourd'hui. On aura différentes interviews sur une révolution est-elle possible en France? Comment faire pour que la révolution survienne? Qu'est-ce qu'une révolution? Une révolution est-elle imminente en France? Et aujourd'hui, on va essayer de développer un peu ce sujet, puisque beaucoup de gens espèrent un changement de régime, mais en même temps ont peur de la violence. Et donc, c'est quand même l'occasion de poser le sujet sur la table. On a bien vu au moment du mouvement des agriculteurs que beaucoup de Français espéraient que les agriculteurs aillent jusqu'au bout et réussissent une révolution. Et puis finalement, on l'avait dit dans le courrier, d'ailleurs, toi tu avais fait un tour chez les agriculteurs allemands et tu nous avais dit la révolution n'est pas pour tout de suite. On s'est fait insulter par certains qui nous ont dit, voyez, vous êtes, faites-nous rêver. Voilà, beaucoup de gens nous disent, faites-nous rêver. L'essentiel n'est pas la réalité, l'essentiel est de rêver. Et lorsque le mouvement des agriculteurs en France est survenu, moi je suis allé au barrage de Carbone où j'ai dit, j'ai pas l'impression que ça finira en révolution. Et ensuite, lorsque le siège de Paris a été annoncé, on avait émis des doutes et on a eu là aussi pas mal de réactions de gens qui disent mais faites-nous rêver, dites-nous que la révolution va arriver. Et puis chaque fois, il y a cette déception où on voit que la révolution n'arrive pas. Comment tu expliques, Édouard, que alors qu'on sent bien qu'il y a une très forte colère en France, et c'est plus qu'une colère de mon point de vue, c'est un rejet viscéral du régime tel qu'il fonctionne, notamment parce qu'il est très corrompu aujourd'hui. Il y a une espèce de banalisation de la corruption dans la caste mondialisée, ce qu'on appelle souvent le capitalisme de connivence. En réalité, il y a une confusion entre le capitalisme de connivence, dans le capitalisme de connivence entre intérêt public et intérêt privé, et le conflit d'intérêts devient une espèce de norme. Donc beaucoup de gens rejettent ce régime parce qu'il est corrompu. Ils le rejettent aussi parce que, au fond, le système électoral en France, en tout cas, ne parvient plus à refléter l'état de l'opinion au sein des institutions. Et globalement, la démocratie représentative elle-même devient un problème parce que tout le monde peut, sur n'importe quel réseau social, donner son avis sur tout, sauf sur une loi. Et on peut avoir une influence sur tout, sauf sur la prise de décision publique qui est captée, confisquée par des gens qui sont choisis par des partis politiques, puisque le principe de la démocratie représentative libérale, c'est la pluralité des partis, et donc on reconnaît aux partis politiques un rôle essentiel dans le fonctionnement démocratique, sans exiger que les partis ne soient eux-mêmes démocratiques. Donc tout cet ensemble que j'introduis de façon un peu longue fait qu'on sent bien qu'il y a un rejet massif du système qui n'est plus adapté au temps moderne, mais en même temps, ce rejet n'intervient pas et on voit bien qu'il y a un problème structurel pour aboutir. Est-ce que tu penses, toi, Édouard, qu'il peut y avoir une révolution en France malgré tout? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, on va essayer de baliser le terrain et puis après, on traitera les sujets au fur et à mesure. Euh, c'est même pas que je crois qu'il peut y avoir une révolution, c'est qu'une révolution en France est inéluctable, de mon point de vue. Simplement, je pense que nous vivons tous avec des visions mythiques, dans la plupart des cas, de ce que sont les révolutions. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une révolution réussie? On peut en discuter. Certains diront la révolution de 1789, elle est réussie. Du point de vue de la bourgeoisie qui se substitue aux élites anciennes, effectivement, la révolution est réussie, mais en même temps, si l'objectif c'était d'instaurer la République, ça finit sur Napoléon, des guerres à n'en plus finir, et il faut plus d'un siècle avant que la République s'établisse. Donc, soyons prudents quand on dit la révolution en soi, c'est une bonne chose. Peut-être, toujours est-il que pour une révolution qui s'est imposée pacifiquement dans les années 85-90, on va dire, en Europe de l'Est, sans bain de sang, il y a beaucoup... 1985-1990. Hein, Voilà.
il y a beaucoup de révolutions qui, au contraire, ont donné lieu à une énorme violence. Et comme tu le disais, c'est un petit peu ceci que les gens redoutent, et à juste titre, parce que la guerre civile, c'est un truc atroce. Mais je crois en fait qu'il y a un mythe concernant la révolution, c'est que c'est le peuple qui prend le pouvoir. Pour la bonne raison que, en général, les révolutions sont faites par des minorités actives, et le plus souvent des minorités qui appartiennent plutôt aux classes moyennes, voire aux classes moyennes supérieures. Et à partir de là, moi, quand je dis qu'une révolution en France est inéluctable, je le crois véritablement, mais pour une raison très simple, c'est que je pense que les milieux dirigeants, appelons-les élites dirigeantes si on veut, même s'ils n'ont pas grand-chose une élite, sont à bout de souffle. Il n'y a plus rien. Et en fait, nous n'avons plus de dirigeants, nous n'avons plus que des dirigés. Des gens qui prennent leurs ordres à Bruxelles, à Washington, ou tout simplement dans la dernière mode lancée par les médias. Et donc, ça ne pourra pas continuer éternellement, sauf à dire que la France disparaisse, bien sûr. Mais je pense que malgré tout, nous avons encore un peuple vivant. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit avec un certain nombre de soulèvements. Les agriculteurs l'ont bien montré. Simplement, depuis 2018, disons, avec la crise des Gilets jaunes, le problème, c'est qu'il n'y a personne dans les milieux dirigeants actuels pour prendre le relais. Comme tu disais, la démocratie représentative, il faut qu'il y ait une majorité et une opposition. François Mitterrand disait, quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Or, moi, je vois que M. Ciotti, mais même on pourrait dire ça de la France insoumise, on pourrait dire ça aussi en grande mesure du Rassemblement national, n'ont pas pour principale profession de s'opposer. Et ça pose un problème. Ça veut dire que la démocratie représentative actuellement ne marche pas, et ça veut dire qu'il y aura forcément un bouleversement de régime le jour où il existera un milieu dirigeant prêt à se substituer à celui qui va s'écrouler. Alors, je vais y revenir, mais j'en profite quand même, puisque on constate qu'il y a une ignorance politique assez large, y compris chez des gens formés. Donc, j'en profite pour redire que, effectivement, à une époque, il y avait une théorie léniniste de la révolution, marxiste-léniniste, qui se fondait sur l'idée que la révolution devait être le fait d'une avant-garde conscientisée qui était forcément minoritaire et qui guidait le peuple vers la libération. C'est vraiment la théorie fondamentale de Lénine, du léninisme, qui a été complètement oubliée aujourd'hui, puisqu'on voit bien dans les commentaires très nombreux qu'on reçoit sur Internet que cette culture de la révolution et cette culture du combat politique, et on fera une capsule, s'il te plaît, autre sur la violence, la place de la violence en politique. On voit bien qu'il y a une aversion aujourd'hui à la violence et que la signification politique ou l'utilité politique de la violence est une notion qui a complètement disparu, alors qu'il y a eu des théoriciens du mouvement révolutionnaire. Lénine en est évidemment le plus célèbre, et c'est celui qui a le mieux théorisé ce que tu dis, c'est-à-dire la place d'une élite, d'une avant-garde, d'un petit noyau de gens déterminés qui mènent la révolution. Mais quand même, est-ce que dans ce que tu nous dis, est-ce que tu penses que la caste, penses-tu raisonnablement, je pose la question comme ça, que la caste mondialisée ne puisse pas se maintenir au pouvoir coûte que coûte, en partie parce que nous sommes aux marches de l'Empire américain, qu'au fond nous sommes une puissance vassalisée, et dans l'histoire de la Révolution, on s'aperçoit que les États vassaux ont rarement mené la Révolution. Le seul, à ma connaissance, je vais parler de façon chauvine, c'est la principauté de Liège qui, en 1789, spontanément a suivi l'exemple des révolutionnaires français. Mais est-ce que quand tu vois quand même la militarisation de l'information qui est pratiquée par la caste aujourd'hui et qui s'organise pour maintenir le peuple en état de soumission, quand on voit la militarisation au sens propre des forces de police, si on se souvient
quand même que 1789 est survenu à un moment où, au fond, il n'y avait pas de police à Paris et il n'y avait pas non plus de gendarmerie mobile. Et on se souvient que lorsque Louis XVI, inquiet de voir la tournure des événements aux États généraux qui ont été ouverts le 1er mai 1789, on le rappelle, qui sont le vrai début de la Révolution, au moment où le tiers-État refuse le vote par corps, par ordre, et impose le vote des États généraux d'une certaine façon à égalité, avec le fameux serment du jeu de paume. Louis XVI fait venir des troupes pour sécuriser Paris, pour défendre son trône, et ça suscite la colère populaire, et Louis XVI finalement recule. Aujourd'hui, on voit bien que la République, le gouvernement républicain, s'est organisé pour ne plus se laisser piéger de la même façon. On voit le nombre de commentaires qu'il y a sur les achats de blindés par la gendarmerie. On a vu au moment des Gilets jaunes que la République n'hésitait pas à tirer sur le peuple, chose que la monarchie de droit divin hésitait à faire, en partie parce qu'elle n'était pas légitimée par son caractère démocratique. On voit bien qu'il y a une surveillance généralisée des opposants. Le livre de Vincent Nouzille dont j'ai parlé avec Noah Manoir, si vous n'avez pas vu cette interview, regardez-la. Le livre de Vincent Nouzille montre comment, depuis les Gilets jaunes, la police surveille de façon extrêmement active des citoyens ordinaires pour éviter l'émergence de mouvements révolutionnaires. Est-ce que tu ne penses pas que la caste, au fond, s'est équipée pour mater le peuple en cas de révolte? Alors, la caste, comme nous l'appelons, est très efficace, mais elle a subi des échecs aussi depuis quelques années. Donc, je ne parle pas simplement de la France. Évidemment, on peut dire la manière dont la caste américaine a inversé le résultat réel de l'élection de 2020 et empêché Donald Trump de revenir à la Maison-Blanche, c'est un chef-d'œuvre de coup d'État oligarchique. De ce point de vue-là, il n'y a aucun doute. Mais il y a eu aussi des échecs. La caste aurait voulu s'opposer au Brexit et le Brexit est allé à son terme. Alors, ce qui est intéressant dans le cas du Brexit, c'est que ça a réussi dans la mesure où une partie des élites britanniques ont soutenu le vote populaire. Pourquoi l'ont-elles fait? Parce qu'une partie de cette oligarchie britannique avait par ailleurs le soutien de l'oligarchie américaine. Bon, et finalement, le Brexit tourne court, c'est-à-dire qu'il n'a pas produit pour le peuple britannique les fruits que celui-ci était en droit d'en attendre. Donc on voit effectivement qu'on est dans une situation où il y a des tentatives de révolution, mais il y a aussi des jeux complexes au sein des milieux dirigeants. Pour revenir à la France, je suis d'accord que Emmanuel Macron est particulièrement redoutable dans la manière dont il met en place des moyens pour empêcher tout soulèvement social, pour détourner les mouvements. Dans le courrier, on parle souvent d'opposition contrôlée, on parle d'un certain nombre d'effets de l'heure. Tu parlais des explications très intéressantes que Noah Manoir nous donne sur le travail de la police. Bien sûr, tout ça est redoutable, sauf que il y a la possibilité d'effondrement. Par exemple, l'effondrement des finances publiques. Par exemple, le fait qu'à un moment, les forces de police, quoi qu'on dise, ne suivront plus. Le nombre de suicides dans la police est absolument dramatique et dans la gendarmerie. Et personne ne s'interroge sur les causes. Mais un corps qui a pour mission de protéger la République et dont une partie de ses membres préfèrent se supprimer plutôt que de continuer à travailler, ça montre bien qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les missions qu'on leur assigne aujourd'hui. On peut imaginer qu'un jour, il y ait une personnalité politique qui, au lieu de faire comme l'opposition au moment des Gilets jaunes, dise ben non, maintenant ça suffit. Et je représente ces gens et je parle en leur nom et j'ai les moyens de vous dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, personne ne peut savoir ce qui va se passer. La caste est redoutable. On le voit, par exemple, prenons l'exemple de l'Allemagne.
En Allemagne, l'alternative pour l'Allemagne, Alternative für Deutschland, l'AfD, est un mouvement conservateur, c'est un mouvement pour lequel je n'ai pas, moi, personnellement, une sympathie démesurée. Malgré tout, c'est un mouvement qui est à 23% dans les sondages. Alors, on voit bien comment la caste, version allemande, essaye de le faire interdire par la police politique intérieure, en trouvant des motifs. Bon, est-ce que ça marchera, est-ce que ça ne marchera pas? Personne ne peut dire ce qui va se passer, mais le propre, je crois, de la période dans laquelle nous sommes entrés, c'est que ceux qui ont les leviers du pouvoir ne maîtrisent plus tout. On fera on fera plusieurs vidéos cette semaine parce que je crois que c'est important, au fond, de transmettre un minimum de culture révolutionnaire parce que celle-ci s'est perdue. Mais si on prend le temps de revenir, si on fait une comparaison n'est pas raison, on a essayé de le dire, entre 1789 ou 1788 et aujourd'hui, si on se contente aujourd'hui de parler des signes de l'imminence d'une révolution, est-ce qu'en 1788, on savait qu'une révolution allait arriver en France? Et si oui, quels en étaient les signes avant-coureurs? Non, je crois qu'on ne le savait pas. Il y avait d'abord un roi dont on a oublié qu'il était extrêmement populaire parce qu'il était un grand réformateur. La masse des réformes entre 1774 et 1789 est bien plus importante dans l'histoire juridique française. Ça fait 5 volumes, quand il y a un seul volume pour les réformes du règne de Louis XV sur 50 ans. Donc c'est un des grands paradoxes de la Révolution, c'est que Louis XVI, au départ, est du côté de la réforme, voire de la Révolution. Deuxièmement, ce que personne ne pouvait prévoir, c'est ce qu'allaient être les réactions des divers groupes qui composaient l'élite française, puisque 1788, Assemblée des notables, l'aristocratie et le clergé refusent ce que Louis XVI leur demande par patriotisme, c'est-à-dire de participer à l'impôt, et c'est parce que les notables refusent qu'en 1789, Louis XVI convoque les États généraux. Alors, pour que ce soit bien clair, parce que tu vas très vite sur des choses que nous, quand on était petits, oui, on apprenait ça, mais ça s'est perdu avec le temps. Donc, il faut redire qu'à la base, il y a une crise de finances publiques qui est très lourde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget d'ailleurs à l'époque, il n'y a qu'un trésor public qui est en déficit, notamment parce que la France a financé à grands frais l'expédition en Amérique qui permet de libérer les États-Unis d'Amérique de l'occupation anglaise. Et d'assurer la liberté des mers. On oublie souvent que c'était le vrai but de la guerre d'Amérique pour Louis XVI, qui était, puisque les Anglais contrôlaient un certain nombre de ports. Et après la guerre d'Amérique, ils n'en ont plus le moyen. Là, je parle de la navigation dans l'océan Atlantique. Donc, tu me tends la perche pour dire que, donc d'abord, il y a une crise de finances publiques parce qu'on a des dépenses militaires exceptionnelles, mais aussi parce que, comme tu le dis, la caste de l'époque ne paye pas l'impôt et elle coûte cher parce qu'elle reçoit des pensions. Hein, pour ceux qui aiment l'histoire, on notera qu'il existe toujours un livre des pensions à Bercy sur lequel sont inscrites les obligations de l'État en matière de retraite des fonctionnaires. Ce livre des pensions est un héritage de l'Ancien Régime. Et il y a effectivement chez Louis XVI une ouverture à ce qu'on pourrait appeler le libéralisme, c'est-à-dire il réglemente il déréglemente à un moment donné la circulation des grains pour pouvoir faire baisser le prix de la nourriture parce qu'il y avait des spéculations dues au corporatisme agricole de l'époque, qui ressemble quand même beaucoup au nôtre aujourd'hui. Et puis, il a un souci d'assurer une politique d'exportation. Et donc, ce n'est pas un homme qui est fermé complètement au libre-échange. Est-ce que on peut expliquer justement cette crise de finances publiques, comment elle se transforme en une crise politique et institutionnelle? Parce que là aussi, je crois que peu de gens qui fantasment sur l'Ancien Régime savent exactement ce qui s'est passé. Oui, alors, en fait, la monarchie française aurait pu connaître, à l'issue des guerres de religion, aurait pu connaître une évolution vers un parlementarisme un peu à l'anglaise. Et c'est
d'abord Louis XIII, puis Louis XIV, qui ont fermé la voie à toute convocation régulière des États généraux. D'autre part, Louis XIV, on le sait, craignant les révoltes aristocratiques, a attiré les nobles à Versailles et leur a enlevé largement leur raison d'être. Alors, Louis XVI, lui, pense qu'il faut reprendre le cours naturel de l'histoire de la monarchie française. Il remonte à son ancêtre Henri IV et même avant, et il dit on va faire des assemblées. Donc il fait des assemblées régionales qui marchent pas mal d'ailleurs dans un certain nombre de cas, qui prennent de vraies décisions. Et puis, comme l'Assemblée des notables lui a refusé effectivement la soumission de tous à l'impôt, même pour un louis symbolique, j'allais dire, eh bien, il décide de convoquer les États généraux. C'est là que, dans l'esprit du temps, le tiers-État dit… Pour que ce soit clair, les États généraux, c'est-à-dire que chaque ordre à l'époque, noblesse, clergé, tiers-État, élit ses représentants à une assemblée qui s'est réunie en principe par ordre auprès du roi pour prendre un certain nombre de décisions, de réformes institutionnelles que la monarchie n'est plus en position de prendre. Ou bien, plutôt dans l'histoire, que la monarchie appelait de ses voeux. Bon. Mais là, en l'occurrence, effectivement, Louis XVI pense que si on veut avoir une politique fiscale moderne, il faut un soutien des représentants des corps constitués. Et la nouveauté, c'est que le tiers-État, c'est-à-dire les représentants de la bourgeoisie et du peuple, disent « Attendez, on ne va plus voter par ordre, clergé, aristocratie et tiers-État, on va voter par tête. » C'est ça qui est réclamé. Alors, ce qui évidemment donne à ce moment-là une majorité aux représentants du peuple, aux tiers-États potentiellement. Alors en fait, on sait que cette histoire est plus compliquée puisque très vite, on a vu l'Assemblée se constituer avec des divisions au sein du clergé, en particulier entre bas clergé et haut clergé, et puis certains aristocrates qui ont pris le parti de la réforme et d'autres qui, au contraire, ont pris le parti de la résistance à la réforme. Donc tout ça, les grands révolutionnaires, enfin, beaucoup de grands révolutionnaires sont des aristocrates. Mirabeau, Lafayette, par exemple, sont des grandes figures de la Révolution qui appartiennent à la noblesse. Alors, puisqu'on parle de Mirabeau, l'un des paradoxes de Mirabeau, c'est qu'au départ, il ne veut pas du tout la République. Il veut une monarchie fondée, bien sûr, sur le Parlement, mais avec un roi qui soit fort. Il dit à Louis XVI, mais profitez-en, vous allez acquérir un pouvoir que jamais vos ancêtres n'ont eu. Nous vous soutenons. Alors, c'est un des paradoxes de Louis XVI aussi, c'est qu'il était au contraire assez imprégné d'idées anglaises ou américaines, et il réfléchissait en termes de séparation des pouvoirs et de limites mis au pouvoir de l'Assemblée comme celui du pouvoir royal. Bon, ce qui est important de voir, c'est que dans ce jeu inattendu, il y a une partie de l'élite de l'époque, donc essentiellement une partie de la bourgeoisie, mais soutenue aussi par une partie de l'aristocratie, qui décide d'aller de l'avant et de créer quelque chose de nouveau. Et c'est la dynamique de la Révolution française qui se met en place, alors qu'il y en a une autre qui ne trouve pas sa place. Par exemple, une partie de l'aristocratie est effrayée par l'abolition des privilèges le 4 août et préfère partir à l'étranger. C'est ce qu'on appelle les émigrés. On a aussi le haut clergé qui est très mal à l'aise parce qu'il est plutôt favorable à la constitution civile du clergé, mais comme le pape dit que ça ne convient pas, je rappelle que la France à l'époque est très majoritairement catholique, à ce moment-là, il est pris en porte-à-faux, il ne trouve pas son rôle. Et puis, à partir de là, il y a une politique de persécution religieuse par la Révolution qui se met en place, qui d'ailleurs déséquilibre beaucoup les débats. Donc, tout ça pour dire que 1789 n'était pas prévu comme tel. Les événements ont échappé aux acteurs et quasiment personne n'a pu reprendre les choses en main. Louis XVI a cru qu'il l'avait fait après le 20 juin 1792, mais il a été poignardé dans le dos par les émigrés qui ont publié le manifeste de Brunswick. Les révolutionnaires les plus radicaux… C'était une provocation, puisque là aussi, le manifeste de Brunswick, je pense qu'on a perdu 95% des gens. Oui. Les émigrés nobles français en Allemagne donc se retrouvent
constituent une espèce de ligue et publient ce fameux manifeste à la signature du duc de Brunswick, qui apparaît comme l'une des avant-gardes de la contre-révolution en Allemagne. Et les Français qui vivent sous la menace d'invasion conduite par les nobles exilés se révoltent et considèrent que Louis XVI est de mèche avec le duc de Brunswick et vont d'une certaine façon trouver en Louis XVI un bouc émissaire idéal pour mener le combat révolutionnaire face aux nobles exilés. C'est à peu près ça qui s'est passé. C'est exactement ça. Et après ça, donc Louis XVI est renversé. Il est même guillotiné le 21 janvier 1793. À ce moment-là, la République s'est mise en place, un régime donc sans roi, on va dire. Mais ce régime lui-même n'arrive pas à se stabiliser puisqu'il y a une lutte entre les factions jusqu'à ce que finalement ils se détruisent tous les uns les autres, montagnards, girondins, donc ceux qui sont partisans d'un pouvoir central plus fort, d'autres qui veulent au contraire une décentralisation plus forte. Tu en parlais il y a quelques jours dans un de tes articles. Bon, et cette dynamique de la révolution n'arrive pas à se stabiliser. Et finalement, comme on sait, 10 ans plus tard, ou 7-8 ans plus tard, c'est Napoléon Bonaparte qui instaure un régime de facto dictatorial, même s'il décide de respecter l'œuvre politique, économique et sociale de la Révolution, et l'œuvre législative, hein, avec l'instauration du Code civil. Donc, on voit qu'en 10 ans, 1789-1799, il s'est produit des événements inouïs avec un changement de régime que personne n'avait prévu. Moi, ce qui me frappe dans la Révolution française, c'est l'effondrement de certains groupes dans les élites. Les émigrés qui partent à l'étranger, une partie de la bourgeoisie qui était fidèle au roi de manière immémoriale et puis qui finalement déserte, le haut clergé qui joue un jeu trouble jusqu'à finalement mettre Louis XVI en porte-à-faux. Et il y a au contraire d'autres groupes qui en profitent pour s'établir et prendre le pouvoir. Et ce sont les groupes d'ailleurs, qui constitueront le noyau du soutien à Bonaparte. Bonaparte ayant l'intelligence de créer un vaste rassemblement dans les élites. Alors, on reviendra demain, si tu en es d'accord, sur la place de la violence et de l'insurrection dans le déroulement des événements révolutionnaires, parce que pour beaucoup de gens, la révolution, c'est l'insurrection. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne le temps de dire est-ce qu'une révolution est forcément une insurrection. Mais ce que tu nous dis, et qui me paraît essentiel à souligner, parce que très souvent, je lis 1789, c'est le produit d'un complot. Alors, les francs-maçons, les juifs, les ceci, les cela. On a vu récemment encore des polémiques dans notre propre camp, si j'ose dire, sur la survenue de 1789. Ce que tu nous dis, c'est qu'au fond, 1789, la Révolution française qui commence en 1789 et dont personne n'est vraiment d'accord sur sa date de fin, puisqu'il y a plusieurs théories qui s'affrontent, ce que tu nous dis, c'est qu'au fond, ça aurait pu se passer autrement. Et oui. Il y avait peut-être des gens qui avaient des plans, mais au fond, le hasard, et on va parler demain du rapport de force, a beaucoup déterminé l'enchaînement des événements. Et puis de grâce, effectivement, on peut dire ça à nos auditeurs, à nos lecteurs, arrêtez avec l'histoire du complot franc-maçon. Un des francs-maçons les plus notoires, qui est l'abbé Delille, qui faisait partie du groupe des encyclopédistes, surprend tout le monde en 1791 lorsqu'il interpelle l'Assemblée en disant « Vous êtes en train de saper le pouvoir de Louis XVI, grand roi réformateur, et vous êtes en train de saper votre propre œuvre. Donc, je vous en conjure, arrêtez. » Donc, surtout, évitons ce genre de clichés. On sait qu'après, l'histoire de la Révolution a été réécrite. Elle a été réécrite par les monarchistes, par les jacobins, par sans doute certains francs-maçons, par certains qui, au contraire, voulaient que ça ait été un complot huilé de bout en bout. Non, le propre de ces événements, c'est qu'ils échappent à tout contrôle. Et celui qui, au départ, avait peut-être paradoxalement les moyens
de contrôler le plus, qui était Louis XVI, parce qu'il était le roi, parce que la monarchie était une institution qui avait 800 ans, eh bien, ça lui a échappé, et ça a échappé à tous les autres, jusqu'à ce que Bonaparte prenne le pouvoir. Donc, surtout, soyons modestes devant l'histoire. En conclusion, donc, révolution imminente en France ou pas? Alors, imminente, moi je pense qu'effectivement, avant la fin de la décennie, nous aurons d'énormes secousses. Et je crois que ça se produira du fait de l'écroulement de l'élite en place. D'ailleurs, pour moi, le caractère extrêmement falot de Gabriel Attal est bien le signe qu'on a atteint une limite dans les capacités de recrutement du système dirigeant, de la caste. Et je vois bien l'énergie vitale, les capacités tactiques d'Emmanuel Macron, mais il y a un moment où il sera dépassé. À partir de là, personne ne peut dire comment ça se déroulera, parce que tout dépendra en face de qui sera en mesure de rassembler, de défendre les intérêts des gens révoltés, de dire simplement politiquement ce qu'il est possible de faire. Alors, on se retrouve demain pour parler insurrection-révolution, la place de la violence dans la construction des rapports de force politiques, hein, et notamment sur le modèle de ce qui s'est passé à partir de 1789 en France, puisque tu as évoqué. Et puis, ce qui me paraît aussi important, c'est de savoir, il faut quand même qu'on redise quelques mots des complots, puisque plein de gens pensent que l'histoire est écrite à l'avance, que tout est planifié, qu'il n'y a pas de place au hasard. Je pense que c'est pas mal qu'on consacre un épisode notamment au complot maçonnique, qu'on revienne sur cette théorie, parce que je sais qu'elle a envahi beaucoup d'esprits. Je vais encore faire une petite anicroche. Par exemple, là encore récemment, des cadres de l'UPR m'expliquent que je suis un horrible franc-maçon qui organise des complots, et que ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait. Il y a des complots maçonniques qui dirigent le monde. Je vois bien qu'il y a des partis en France qui sont hostiles au régime, mais qui croient qu'il y a des complots. Je pense qu'il faut répondre sur le fond à ces hypothèses, surtout que Asselineau ne juge pas utile lui-même de faire la police dans ses propres rangs. Troisièmement, je crois qu'on a ce sujet qui est quel projet, quelle élite de substitution nous pouvons espérer qui arrive un jour, avec quel projet au fond, puisqu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui des vraies réactions de fond, des espèces de crispations françaises sur il faut préserver l'État-providence, même s'il coûte très cher, il faut dépenser plus, même s'il y a des déficits budgétaires. Et là, on retrouve, là aussi, d'une certaine façon, les débats de 1789, puisque 1789, on l'a dit tout à l'heure, mais je le redis en synthèse, est une crise politique due à la crise des finances publiques. Et nous vivons une très grave crise des finances publiques aujourd'hui. À demain, Édouard. À demain, Eric.